L'histoire du Trécarré, un balado de 10 épisodes présenté par le Moulin des Jésuites de Charlebourg. Je m'appelle Delphine et je vous invite à fermer les yeux et à vous imaginer le Trécarré tel qu'il était dans les années 1940. Remplacer les boulevards par des terres agricoles, les voitures par des chevaux, des vaches et des poules, les stationnements par des jardins. Une journée typique dans le Trécarré, d'abord, c'est la senteur des fermes. On sait ce que ça sent. Les vaches qui s'échappent puis qui se ramassent sur le pavé. Mais les petits paysans, chacun sur leur terre, ils faisaient pour le mieux. Ils préparaient tous les légumes, puis ils descendaient vendre ça au marché Saint-Roch. C'est sûr que tu peux faire un potager n'importe où, là. Mais je sais pas, c'est le sentiment d'être comme à la campagne. On a vraiment l'impression de changer de planète, n'est-ce pas? Pourtant, cela s'est passé ici, il n'y a pas si longtemps. L'agriculture se développe à Charlebourg à l'époque de la Nouvelle-France, alors que le noyau villageois est entouré de grands espaces à défricher. Bien que le secteur reste agricole jusque dans les années 1950 environ, la densification de Charlebourg s'entame au 19e siècle. En 1949, Charlebourg obtient le titre de ville. Le Trécarré est le cœur de l'agglomération. L'habitat se développe et les petits commerces s'installent, cohabitant avec les maisons de ferme. Les terres qui bordent le carré central se lotissent. De nouveaux quartiers apparaissent, la banlieue se développe. En 2002, la ville de Charlebourg fusionne avec la ville de Québec. Aujourd'hui, l'arrondissement compte plus de 80 000 personnes. En comparaison, en 1921, le village comptait 1267 âmes. Malgré l'étalement urbain, nombreux sont les résidents du Trécarré qui se souviennent du caractère agricole du quartier. La famille Cloutier possédait d'immenses champs et vivait au rythme des saisons. Aujourd'hui, leur réalité est un peu différente. Gérard Cloutier raconte sa jeunesse à la ferme dans les années 1940-1950. Quand il commençait à faire beau, là, on va dire pour la terre, là, au printemps, là, il commençait à étendre l'engrais, puis à hercer. Il semait les semences, le foin, l'avoine ou le blé. Il avait labouré à l'automne avec les chevaux. À côté, c'était des champs qui avaient été faits les années d'avant, ça fait que c'est pour ça que celui-là, il commençait déjà à pousser, hein. Il poussait, puis le foin poussait. Puis après ça, il y avait une autre partie sous la terre, que c'était pour le jardin. Arcer ça, faire les rangs, semer les patates, le blé d'Inde, les choux-tiens, en tout cas tout, là, les carottes, tout ce que c'est qui s'ensuit, les oignons, les petits cocombes. Hein, c'était toutes des affaires qui préparaient. Là, on est rendu à l'été. Ça veut dire que quand il y avait semé pis tout, là, il fallait commencer à sarcler le jardin. Le bon pousse, mais les mauvais arbres poussent aussi. On pouvait passer des journées à sarcler. Hein. On était à genoux, dans les rangs, les sillons, puis on sarclait. Pas quand il pleuvait, là. Les plants de tomates, les carottes pareilles, les choux, tout ça, là, c'était toutes des affaires qu'il fallait entretenir. On sarclait assez longtemps. On était, moi puis mes frères, là-dedans, là. Après ça, c'était préparé pour les marchés. Dans certaines années, plutôt de faire un rang pour la famille ou deux, il en faisait plus. Et puis, rendu vers le mois de juillet à août, il préparait tous les légumes, puis il descendait vendre ça au marché Saint-Roch. Moi, j'ai connu le marché Saint-Roch qui appelle, mais il y en a eu d'autres avant ça, là. Mon père, fallait qu'il s'occupe de la ferme. Ça fait que souvent, c'est un de mes frères qui allait là, puis il vendait au marché. Et puis, il passait la journée là. Puis des fois, il commençait le jeudi, le vendredi, le samedi. Dimanche, il n'y avait rien. Mon dans ce temps-là, dimanche, je travaillais pas. Puis il allait toujours au marché tout le temps jusqu'à l'automne, jusqu'à temps qu'il fasse froid. Il allait au marché quasiment jusqu'au mois d'octobre comme faux, là. Puis c'était un marché plein air, ça, là, c'était dehors. Si on revient en été, il y avait le foin pour les vaches. Hein. Ça veut dire qu'il fauchait le foin, il fallait qu'il coupe le foin. Et puis après ça, le racler, qui appelait ça, fait des ondins. Puis il fallait charger le foin dans la charrette qu'on appelait la voiture, attelé à un cheval. Mais rendu à la ferme, là, il fallait qu'il le décharge. C'était toute une corvée, ça, encore, là. Et il commençait les foins à peu près à la Saint-Jean-Baptiste. Mettons, on disait au 1er juillet, mettons. Puis là, tout dépendant de la température. Des années qui sont pas belles, qui pleut souvent, ça s'étirait à milieu à août, septembre. Et puis des journées qu'il y avait plu ou quelque chose, ou que le foin était pas assez sec, là, on allait sarcler.
Il y avait pas de temps mort, là. Il y avait toujours de quoi faire. Il fallait entretenir un peu les bâtisses aussi, là. Les bâtisses de bois, les toits, les portes. Ah, c'était quelque chose, ça. On faisait des journées, puis ça, l'été, c'est chaud. Il faisait chaud, hein. Puis dans un bâtiment, ben l'air, il circule moins, hein. Juillet puis à août, là, au début d'août, là. Ah, c'était des journées remplies, puis fatigantes. Parce que on en faisait le plus possible, il faisait beau. Pas qu'il pleuve dessus au plus vite, on se dépêchait. Bon. En tout cas, tout ça, c'est un enchaînement à aller jusqu'aux récoltes d'automne. Hein, ils ramassaient les légumes, les patates, mettre ça pour l'hiver, hein, se préparer pour l'hiver. Descendre ça dans les caveaux, dans le sol. Il y avait les récoltes du foin, de la paille, du blé, du grain. Ils coupaient des gerbes, là, la machine a coupé ça avec... C'était des chevaux qui traînaient ça. Les paquets que ça faisait, là, ils tombaient à terre. Là, il fallait que les personnes, après ça, les lèvent. C'est parce que ça se mettait pas tout seul debout, là. Ils mettaient debout pour faire chasser le grain. Après ça, ils emmenaient ça au bâtiment, puis là, ils prenaient un moulin à battre pour ôter le grain, l'avoine, le blé, et puis la paille, ça allait pour les animaux, pour faire des litières. Ça fait que c'était ça qu'ils faisaient, puis après ça, ben, il y avait toujours sa ronde de lait entre-temps. Il y avait toujours s'occuper des animaux. Il fallait qu'ils aillent dans le bois, couper le bois. Puis après ça, ben, on se chauffait. Parce que le bois, il fallait qu'il soit coupé quand les feuilles tombaient à peu près. Parce qu'il y a une période pour couper du bois. Tu peux pas couper du bois au printemps pour chauffer au bois. Parce que la sève est montée, puis c'est un bois qui chisse pas. Vous mettez ça dans le poêle, puis ça fait rien que bouillir. Il sort des vapeurs d'eau dans les bouts du bois. Et c'est pour ça qu'il bûche. L'automne, les feuilles sont tombées, puis c'est un bois qui chauffe bien. Quand mon père arrivait à sa ronde de lait, les premières années, là, il allait dans le bois, sur la terre à bois. Il attelait un cheval sur la slé, puis il attelait un bœuf sur l'autre slé. 2 slés. Puis il partait, puis il montait, je vous ai dit, sur la terre à bois au lac Beauport, puis il revenait avec ces deux, là. Il emmenait du bois, 2 voyages de bois. Une personne. Mon père a fait ça. Ça faisait 10-11 000, hein, avec une voiture à cheval, là. C'était l'hiver, je charriais ça. Quand il revenait de là, il faisait noir, là, quasiment. Là. Puis là, après ça, il fallait qu'il traille les vaches, puis soigner les animaux. Ça faisait des journées assez longues, hein. Ben, il allait pas là à tous les jours, mais il pouvait y aller 2 fois par semaine dans le bois, à travers ses autres occupations, hein. Ça fait que ça faisait des journées remplies, hein. Oui, après ça, ben, c'était le printemps. Il y avait le bois, ici à le bois, on continue, ici à le bois qu'il avait raté chercher durant l'hiver, et puis il fendait. Puis après ça, il rentrait dans la remise pour faire chasser durant l'été. Puis après ça, ben, ça recommençait. C'était à peu près ça qu'on faisait sur la ferme. Puis nous, ben, quand on arrivait de l'école, on faisait ce que c'est qu'il y avait à faire. Quand on était jeunes, là, nous, là, on n'était pas les seuls, là. Quand il arrivait à l'été, la période des vacances des enfants d'école. C'était des citadins qui venaient passer l'été dans la grande maison, où c'est qu'on demeurait. Puis nous, on déménageait dans l'autre petite maison à côté, la maison d'été qu'on pourrait dire. La plus vieille, elle était moins isolée, l'été, ça pouvait faire. Puis au mois de septembre, ben, les citadins repartaient, les écoles recommençaient, puis nous, on déménageait dans la grande maison. Pour l'hiver, elle était plus isolée, on était plus confortable. Dans les tables qu'on appelle, l'hiver, il pouvait y avoir une trentaine d'animaux. Là-dessus, il y avait les vaches, les génisses, les veaux, puis les chevaux. Ça veut dire que les poules, puis les cochons, puis ça, c'était tout à part, les autres affaires. Mais c'était dans la même bâtisse, mais divisé. Je prenais des chevaux pour travailler. Il y a bien des années, il n'y avait pas de tracteur, là. Le tracteur est venu par après, ça. Mais on a gardé des lapins aussi. On a eu des moutons. On avait bien 8-10 moutons, oui. Non, c'était pas pour la laine, surtout. Non. C'était surtout pour le plaisir de garder des moutons. Ils faisaient pas un revenu avec ça. Oui, mais nous autres, on avait de l'espace, hein. C'était à la ferme. Bon. Ben, c'est vrai qu'il y avait toujours 2 chiens. On montait au champ, le chien suivait au champ. On revenait, le chien descendait. Ah, il suivait. Ah oui, c'était des bons chiens. C'était à peu près les animaux qu'on a gardés, là. Ils faisaient boucherie au mois de décembre, pour les fêtes. Les cochons, là, ils en prenaient un pour faire boucherie, puis les autres, ils les vendaient au boucher. Bon. Puis des fois, ils tuaient un animal aussi. Ils pouvaient tuer une bête à cornes, un animal plus gros. Ça peut être une bœuf, une vache, ou encore une génisse. À chaque année, il en tuait un. C'était de la viande pour l'hiver, hein. Les autres fermes, ils faisaient pas mal pareil aussi, à ma connaissance. Moi, c'est ce que j'ai connu, là. On avait des vaches laitières. Ça se trayait à l'année, mais en tout cas, le lait qui trayait des vaches, là, il était livré aux maisons, de porte à porte, vu la nature. Le gros était dedans, là, tout, là. Ça, c'était bon. Ils mettaient d'un refroidisseur pour faire refroidir le lait.
Ça, il livrait ça avec un cheval, avec une voiture d'été ou une voiture d'hiver. Et puis, c'était jour après jour, ça commençait tout le temps, puis c'était ça qui arrivait. Parce que il s'agit pas d'y arriver un matin et dire à madame, tu veux du lait, là? On n'en a pas, ça marche pas, ça. Il fallait que ça soit irrégulier. Ça fait qu'il fallait qu'il prévoie ses vaches pour qu'il y ait du lait tout le temps à l'année. On en tirait, j'appelle ça tirer, là, traire. On pouvait en traire une quinzaine. Et puis, s'il en restait un peu, il passait au centrifuge. Il faisait de la crème, et puis après la crème, il faisait le beurre. C'est arrivé une fois, là, que les vaches étaient rendues dans le plateau, parce que les clôtures avaient été brisées. Mais on avait 6 arpents rendus à l'autre bout. Dans le temps, c'était le maire Hector Verrette qui avait pris une entente avec mon père qu'on avait le droit de traverser les vaches, traverser les animaux sur le boulevard Cloutier. Pas large comme il est là, pour aller manger de l'herbe. Moi, je vous parle à peu près tout le temps des années 50, là. 40, 50. Dans ces années-là, ils se dépannaient beaucoup avec la ferme. Ils achetaient moins. À l'épicerie, beaucoup moins. Puis après ça, les années ont passé. J'ai rentré sur le marché du travail, mais excepté entre-temps, là, quand j'étais en congé ou que c'était des vacances, j'allais aider à la ferme. Tout le temps. Même le soir, des fois, j'arrivais de travailler, puis on allait rentrer des balles de foin. On pouvait finir à 10, 11 heures le soir dans la grange. C'est un métier exigeant. Et même si ce n'est pas son emploi principal, Gérard va toujours donner un coup de main à la ferme. Son aide est très appréciée. La charge de travail est en effet imposante pour les cultivateurs. Dans sa jeunesse, Jean Doiron travaille de temps en temps chez un voisin agriculteur afin de l'aider pour certaines tâches. On l'écoute. Très carré dans mon temps, t'avais de l'espace, t'avais de l'air. Il y avait les cloutiers, puis la terre à Rose-Arbedard, la terre à Albert-Larnaud. C'était toutes des champs, ça. Au coin de Henri Bourassa puis Louis XIV, t'avais la clôture, les blocs, puis en arrière, c'était des champs, c'était le bois des Frères, la montagne des Roches. C'était pas bâti, là. Puis à un moment donné, tu voyais plus de maison, là. Tu sais, il y avait de l'air, il y avait de l'espace. On avait des places à jouer. On prenait l'air, puis on était dehors, puis on bougeait. Moi, quand j'étais jeune, surtout, là, plus haut, au nord de la 80, il y avait Albert Galarneau, qui était un cultivateur. Nous autres, on allait faire les foins, là, puis l'été, puis on partait avec les fous, puis tout ça, puis on allait faire les foins. Puis les bottes de foin, puis c'est que le matin, on pouvait partir, je sais pas, moi, vers 8h30, 9h. On s'en allait là, on venait, à l'heure du dîner, on venait dîner. Puis à 4h30, on allait chercher les vaches en haut pour les tirer. Quand il avait fini, on allait les reporter dans le champ. Dans le temps des dindes, quand ils sont assez grosses, là, on allait y aider pour pogner les dindes. Ça, là, on allait là pour aider, là. À un moment donné, Albert Garneau, il a dit, dans le fond, ils sont difficiles, on va leur donner un petit montant par semaine, puis je pense qu'ils nous donnaient 5 piastres par semaine, je pense. C'était bon dans le temps, nous autres, pour acheter des bonbons à baguette. Puis c'était le fun, chez Albert Galarneau, quand il n'y avait pas trop d'ouvrages, c'est à terre. Il y avait un chalet au Lac-Jaune. On montait en Jeep au Lac-Jaune. Ça, c'était le fun, ça, c'était quasiment une paye. Mais c'était surtout dans le temps des foins, là, qu'il avait besoin de nous autres. Il avait besoin de bras. Puis avant de partir, on passait dans le Tricarré. En arrière du couvent, les sœurs avaient des pommiers. C'est qu'on allait se voler des pommes, puis après ça, on partait. C'est ce qu'on faisait quand on était jeunes. On faisait toutes sortes d'affaires. On s'amusait, on avait du fun. Puis une autre belle affaire, moi, que j'aimais dans le Tricarré, c'est quand le docteur Baudette, l'hiver, se promenait avec sa carriole, son cheval, puis ses grelots. Ah, ça, c'était beau, ça. Il me semble que je le vois encore. Après avoir entendu Gérard et Jean, on visualise un peu mieux le paysage entourant le Trécarré il y a quelques années. Le mode de vie est adapté aux besoins agricoles et change au fil des saisons. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, le caractère agricole de Charlesbourg trouve ses origines en Nouvelle-France, à l'époque où les premiers colons viennent s'installer. Et qui de mieux placé qu'un historien spécialiste de la Nouvelle-France et du monde seigneurial au Québec pour nous éclairer sur le fait agricole. Benoît Grenier est avec moi aujourd'hui pour discuter de ce sujet. Bonjour Monsieur Grenier, merci d'avoir accepté notre invitation.
Ça me fait plaisir. Tout d'abord, pourriez-vous nous parler des terres en Nouvelle-France, de l'importance, de la nécessité de l'agriculture dans la vie quotidienne des familles de l'époque? Bien, évidemment, l'agriculture, c'est le fondement de la société, là, qu'on soit en Europe ou dans les colonies à l'époque. Puis c'était fondamental aussi chez les nations autochtones, évidemment. Parce que dans l'optique européenne du 17e siècle, une terre n'a de valeur que si elle est développée à des fins agricoles. La forêt en Nouvelle-France, ça n'a pas d'industrie forestière à l'époque, ça n'a pas de valeur intrinsèque. Donc, on ne conçoit pas la terre comme une valeur, comme une richesse si elle n'est pas défrichée et cultivée pour l'agriculture. Il faut bien garder un peu de forêt, bien entendu, mais l'agriculture, c'est le cœur des sociétés, c'est au cœur de la vie de toutes les familles paysannes. Une fois qu'on a réussi à apprivoiser le territoire, à défricher, à être capable d'avoir son petit potager, on cultive ce qu'il faut pour se nourrir. Mais essentiellement, on transplante le mode, les façons de faire européennes. C'est vraiment une entreprise familiale. Toute la famille est mise à contribution, hein, l'épouse, les enfants. C'est sûr qu'au 17e, 18e siècle, c'est un mode de survie d'abord et avant tout. Là. On produit pour soi, on produit ce qu'on peut. On s'entraide avec les voisins, surtout si on n'a pas les animaux de labour nécessaires, là, ce qui est loin d'être le cas de tous les paysans. Il faut regarder les recensements là, de la fin du 17e siècle pour voir qu'on s'arrange avec bien peu de choses. Des fois, on se demande est-ce que c'est de l'autoconsommation. Hein? Mais progressivement, à la fin du 17e siècle, on a des familles plus anciennement enracinées qui commencent à mieux tirer leur épingle du jeu. Et puis, évidemment, ces familles-là vont être capables, à un moment donné, de produire plus que pour leur autoconsommation. Et c'est ces familles-là qui vont potentiellement avoir des surplus agricoles, accès à des marchés, vendre leur surplus. Au début du 18e siècle, là, le blé, c'est la culture dominante là, jusqu'au 19e siècle, avant que progressivement la pomme de terre vienne remplacer. Donc, on produit le blé, mais pas seulement pour son pain, mais dans l'espoir d'avoir des surplus. Si on pense aux Jésuites qui possèdent la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges, mais qui possèdent aussi plusieurs autres seigneuries dans la région de Québec, on a des individus, surtout les groupes religieux, eux, ils vont commencer à avoir ces profits et pouvoir vendre hein, et accéder davantage au marché puis aux échanges avec le commerce là, intercolonial, alimenter Louisbourg, alimenter les Antilles. Donc, tout le monde est loin d'être au même niveau. Ces vieilles familles bien enracinées sont capables de donner à leurs enfants éventuellement accès aux premières écoles, puis ensuite au collège. Donc, l'agriculture est au cœur de la vie de ces individus. Quels sont les principaux défis de l'agriculture en Nouvelle-France? Le principal défi, c'est l'hiver. Ah, c'est certainement l'hiver. Évidemment, on a plein de témoignages qui évoquent la dureté de l'hiver, mais les individus partis de l'ouest de la France, là où il y a à peu près pas de gel, où il gèle de manière exceptionnelle, ne pouvaient pas concevoir cette difficulté-là. Puis les tout premiers hivers l'ont montré, quand les premiers hivernements, que ce soit en Acadie ou à Québec, on comprend pas ce qui se passe là. Bien sûr, l'hiver est une période qui restreint hein, la durée végétative. Puis quand on ajoute à ça aussi la question des sols, au début, la terre, elle donne beaucoup, elle est très riche parce que ce sont des terres neuves, mais on va s'apercevoir assez rapidement qu'on n'a pas tellement de bonnes pratiques agricoles sur le plan notamment de l'engrais, de l'assèchement des terres. Donc, on pratique pas de bonne rotation des cultures. On va avoir des sols qui vont s'épuiser assez tôt. Ça aussi, hein, on reçoit une terre. Qu'on soit un seigneur ou on soit un habitant, on reçoit sa terre, puis c'est un peu une loterie. Par exemple, prenons l'île d'Orléans, on va concéder l'île d'Orléans d'abord son côté nord, parce que c'est celui qui est le plus accessible au point de départ, mais les meilleures terres sont du côté sud, qui va se peupler dans un deuxième temps. Bon, les gens connaissent pas, hein, on n'a pas fait d'études là, de sol, on sait pas ce qu'on va trouver. Des fois, bon, on a la chance, on a un petit ruisseau qui va passer sur notre terre, tant mieux, on va peut-être avoir 2-3 truites qui vont s'ajouter à notre régime alimentaire, mais c'est vraiment une loterie. On peut tomber sur des sols qui sont pas du tout propices à l'agriculture. Et bien sûr, le peuplement, par exemple, de ce qui est la Montérégie aujourd'hui, qui sont les plus belles terres agricoles au Québec, se développe relativement tard. Mais peut-être que si on avait une connaissance du territoire, on aurait certainement pensé autrement. Donc, je dirais, l'hiver, la méconnaissance des sols, la méconnaissance aussi de la géographie régionale. Donc ça, c'est un obstacle. Pourrait-on aussi parler du manque d'expertise des premiers colons? Oui, bien sûr. Il faut se rappeler qu'au 17e siècle, les Français qui émigrent en Nouvelle-France, là, c'est
C'est pas un paysan parti de son village en France qui arrive dans un village qui développe en Nouvelle-France. C'est souvent des urbains. On voit dans les recensements des années 1660, 1680, les métiers qu'ils déclarent, ces individus-là, forgerons, cloutiers, sabotiers, perruquiers. Mais comme on n'a pas encore vraiment besoin de tous ces artisans-là en Nouvelle-France, ben, ils se retrouvent agriculteurs. Puis imaginez, vous et moi, aujourd'hui, là, on sort de nos bureaux, puis on nous dit va-t'en à l'autre bout du monde, puis va défricher une terre. Donc, c'est pas leur bagage. Sans compter tous les soldats, qui n'étaient pas non plus des paysans, les filles du roi, donc les femmes qui vont former la plupart de ces noyaux familiaux au 17e siècle, elles sortent de Paris, c'est des urbaines, c'est des orphelines, qui sortent des couvents et de l'hôpital à Paris. On les envoie en Nouvelle-France. C'est sûr qu'elles ne devaient pas s'attendre à ça. Donc, les premières familles s'adaptent, doivent mettre en place les bases, et ils ont pas les outils au sens propre et au sens figuré. Donc, les compétences, on pourrait dire. Au fil du temps, évidemment, il va se développer une expertise. Ils avaient des méthodes agricoles relativement peut-être désuètes, mais les petits paysans, chacun sur leur terre, ils faisaient pour le mieux. Et donc, une fois qu'on est bien installé sur sa terre, qu'on a réussi, malgré tous les obstacles, à faire pousser du blé dans son champ, on a besoin de se nourrir, on a besoin de le manger, ce blé. Et là, le moulin entre en jeu. On s'y connaît plutôt bien ici, au Moulin des Jésuites. Un moulin est vital pour la population, mais j'aimerais vous entendre à ce sujet. Pouvez-vous expliquer pourquoi? Oui. Le moulin, c'est, avec l'église, certainement, pour moi, un des lieux de sociabilité dans les communautés rurales anciennes. Seul le Seigneur peut construire un moulin. Alors pourquoi c'est si essentiel? Parce qu'en contexte d'agriculture quand même assez autosuffisante, où la plupart des habitants font cuire leur pain eux-mêmes dans leur four, l'habitant en a besoin du moulin pour faire moudre son blé, pour avoir de la farine, parce que le pain compose là, une partie, la plus grande partie de l'alimentation en France, en Nouvelle-France, dans toutes les sociétés de l'époque pré-industrielle. Donc, on mange beaucoup de pain. Alors, la farine est le fondement de l'alimentation, et donc, si le pain est crucial, le moulin est fondamental. J'ai aussi une question concernant le développement urbain. Le village de Charlesbourg est situé à proximité de la ville de Québec qui s'urbanise très rapidement. Quel est le lien entre les deux agglomérations? Existe-t-il une certaine réciprocité? Le lien entre la ville et les villages, il est crucial. La croissance de Québec, qui va devenir effectivement une ville de plus en plus importante et la capitale de la Nouvelle-France, va permettre la progression et la croissance des villages. Et le village de Charlesbourg est peut-être le mieux placé, Sainte-Foy, Charlesbourg, Beauport, pour servir un peu de grenier à cette croissance urbaine, puis répondre à la demande des boulangers. Il y a très nombreux boulangers dans la ville de Québec. Donc, bien sûr, les familles qui sont bien établies peuvent aller vendre leur surplus. Les seigneurs aussi, d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, qui ont aussi des surplus parce qu'ils récoltent en nature les droits seigneuriaux. Donc, ces familles vont approvisionner la ville en denrées alimentaires pour la ville, mais pour l'exportation aussi. Cela dit, il y a des années de bonnes, il y a des années de moins bonnes récoltes. C'est pas tous les ans que les paysans sont en mesure de produire des surplus. Il y a des années de récoltes perdues. Mais si on prend la moyenne, là, en Nouvelle-France, puis sous le régime anglais, c'est pareil. Ces villages vont vraiment bénéficier de la présence de la ville à proximité. Et puis, au 19e, même tout le long du 20e siècle, on sait que ces agriculteurs, de moins en moins nombreux là, dans la région immédiate de Québec, vont alimenter les marchés de Québec en légumes, en fruits aussi. On va voir progressivement des spécialisations, des tournants là, dans l'agriculture, surtout au 19e siècle. Oui, effectivement, on se rappelle que Gérard Cloutier nous en parlait tout à l'heure. Sa famille allait vendre ses surplus dans les marchés de Québec. Merci beaucoup, Benoît Grenier. Vos réponses ont été très éclairantes. Je te remercie. Ça a été un grand plaisir. Ce lien fort entre le Trait-Carré et le centre-ville de Québec perdure encore aujourd'hui du fait de la proximité de ces deux endroits. Christine Tremblay réside depuis 10 ans dans le quartier patrimonial. Elle nous parle de son attachement au Trait-Carré et de son sentiment de vivre comme à la campagne dans un village. Je suis originaire de Charlesbourg. Puis ici, moi j'ai mon terrain quand même assez grand. Depuis que je suis revenue, j'ai pas arrêté de planter de l'ail. Là. Je fais ma culture d'ail tout le temps. On a un petit jardin. C'est sûr que tu peux faire un potager n'importe où, là. Mais je sais pas, c'est le sentiment d'être comme à la campagne. Tu sais, si je veux des œufs frais, là, ben j'appelle mon monsieur Cloutier, puis il vient me porter une douzaine d'œufs, des poules en arrière. Ou si mon voisin fait du miel, des abeilles dans mes fleurs, là. J'ai trouvé ça tellement beau. J'étais dans ma chambre en haut, puis j'ai des fenêtres à crémone.
J'ai ouvert mes fenêtres, puis j'ai vu le voisin qui revenait avec son cheval. Moi, j'ai l'impression de vivre en 1915, tu sais. De temps en temps, il va faire promener ses chevaux, là. Puis on entend là, ses sabots, toc, 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 je trouve ça mignon. On est retiré, comme vous pouvez voir, moi, il n'y a jamais de voiture qui passe en avant ici. C'est la proximité de tout, mais avec le sentiment d'être comme à la campagne. Je suis à 5 minutes du centre-ville. La vue, c'est rare que tu aies une vue comme ça. Tu sais, on est comme surlevé, là. La vue que j'ai sur la ville de Québec, c'est extraordinaire. Alors moi j'adore ça, vivre ici. C'est vraiment un environnement privilégié, je trouve, il y en a pas beaucoup de places comme ça, parce qu'on est près de tout, hein. Puis l'esprit de petit village, là, on s'entraide. Tu sais, moi, ma voisine, je leur dis, si vous avez besoin, appelez-moi, on s'entraide. Tu sais, si on est plus proche, on dirait, il y a un plus grand soutien. On se connaît tous. Puis, ce que je peux vous dire, c'est la joie que j'ai à vivre ici, dans cet environnement-là. J'aime beaucoup ma tranquillité. Alors, moi, j'adore ça. Son esprit de village, son rythme de vie, son sentiment de proximité, ses grands espaces, le Trécarré semble avoir tout pour plaire. Tout comme Christine, Denise Paquette aime d'amour son quartier. Elle y habite depuis plus de 50 ans. Dans son enfance, elle résidait tout près, juste à l'extérieur du site patrimonial. Nos échanges ravivent ses souvenirs d'un Trécarré à dominante rurale. Je suis arrivée à Charlesbourg, j'avais 6 ans. Et mon père a acheté la maison de mon grand-père. Parce que j'ai mon grand-père qui s'appelait Adélard Paquette. Ça s'appelait la 35e rue. Et maintenant, elle s'appelle la 71e rue. Puis quand tu achetais la maison, tu avais tout le terrain qui allait en avant, en arrière. Ça veut dire la pointe de tarte avec le bout coupé, là. C'était à lui, fait que c'était grand. Mais il y avait tellement grand de terrain, c'est presque incroyable. Tu sais, mon grand-père, il y avait derrière la maison la grange, il y avait un gros poulailler. Puis si tu regardes les Cloutiers, le dernier cultivateur de Charlesbourg, lui, là, ça allait jusqu'au boulevard Laurentien. Et tous les terrains autour, c'était comme ça. C'était tellement immense. C'était quelque chose, là. On était comme la campagne dans la ville, je te dirais. Puis moi, je suis habitée sur la 35e rue. Donc, j'étais un peu loin du Trécarré. Fait que je le connaissais pas beaucoup. Jusqu'à temps que je marie un gars qui habitait au Trécarré. Et là, j'ai habité là. On avait d'abord acheté 2 maisons parce on avait un petit chemin mitoyen. Puis, on avait un immense terrain. On habitait au Trécarré, là, au nord-est. Donc, je suis proche du ski, je suis proche du magasinage, je suis proche de tout. Moi, là, je pourrais pas déménager parce que je suis trop bien. Puis, on avait des écureuils. On a toujours eu des écureuils, des oiseaux, des arbres. Un gazon immense à faire, mais c'est beau. La nature reste en effet très présente dans le Trécarré, malgré l'urbanisation. Le quartier a réussi à conserver sa part de quiétude et son cachet campagnard. Denise a aussi mentionné la famille Cloutier, descendante du pionnier Zacharie Cloutier, qui possède toujours sa terre et qui a exploité la dernière ferme laitière du Trécarré. Pierre-Louis Cloutier est l'actuel propriétaire de la maison ancestrale de sa famille, un magnifique corps de ferme datant de 1756. Il est aussi propriétaire d'une partie du terrain que possédaient les premiers cloutiers venus s'établir dans le Trécarré. Pierre-Louis est le neveu de Gérard qu'on entendait un petit peu plus tôt dans l'épisode. Il relate ses souvenirs d'enfance, mais aussi les particularités liées au monde contemporain. Écoutons son témoignage. Les cloutiers, ça fait très longtemps qu'ils sont dans le Trécarré. Moi, je suis présentement la 11e génération. Puis ça a tout le temps été cultivateur, production laitière pour fournir les gens du Trécarré. Puis j'ai fait mon enfance là, sur le boulevard Cloutier. Mon grand-père, là, il a cédé une partie de son terrain pour faire passer la rue. Puis comme compensation, il a demandé que ce soit le nom des Cloutiers que le boulevard porte. Je me rappelle encore, on faisait beaucoup de foin sur les champs qu'on avait pour les animaux. Dans le fond, on se promenait en tracteur, le foin, tout ça. Ou on allait chercher du maïs dans le coin de Beau-Royal aussi, chez les cultivateurs qui étaient là. C'est sûr que j'ai tout le temps aidé là, à mon oncle qui habitait là, que ce soit pour le gazon ou quoi que ce soit. Tu sais, j'ai tout le temps donné un bon coup de main. Il y avait un gros champ, un gros jardin, puis il cultivait beaucoup les légumes. Ça prenait une partie, là, mettons, on va dire à partir du boulevard Cloutier, en descendant jusqu'à l'avenue de l'Odyssée. Ouais, c'est un gros jardin, là. On voit plus ça aujourd'hui, des jardins comme ça. Non. Je me rappelle qu'on avait un champ qui était en patates.
Je me rappelle, à la fin de l'été, on allait cueillir les patates, on avait une machine pour les ramasser. Puis ça faisait quand même beaucoup de sacs, là, dans des poches de jute. Je me rappelle encore là, la rhubarbe et tout, là, tu sais, ils faisaient des paquets avec des cordes, puis il y avait du chou, il y avait une coupe d'autres légumes, mais ils allaient porter ça, vendre ça en ville, au marché public en ville. Quand j'étais jeune, on avait encore des animaux. Tous mes grands-parents ou arrière-grands-parents, ça a tout le temps été des animaux pour le lait. Fait que c'est une ferme laitière, avant que mon oncle prenne ça pour la boucherie à la fin. Mon grand-père avait une ronde de lait dans le Trécarré. Il faisait le tour des portes avec le lait. L'époque que j'ai connue, les dernières vaches, il en restait plus beaucoup. C'était consommation personnelle, juste pour la famille et tout. Mais avant ça, c'était plus en quantité pour le monde qui habitait dans les alentours. Là. C'était tout fait à la main. Là. C'est plus comme aujourd'hui. C'était vraiment très à la main. C'était beaucoup d'ouvrage. Ça a un goût spécial, là, c'est sûr. C'est pas ce qu'on goûte à l'épicerie. Là. Puis l'hiver, on bûchait beaucoup dans le coin du lac Beauport. Ils bûchaient du bois, puis ils vendaient du bois là, pour les clients. Mes oncles et tout. Même quand j'avais 5 ans, j'allais avec eux autres passer des journées complètes avec eux autres. Juste parce que j'aimais ça, je chialais pas, puis j'étais bien dans le bois. Fait qu'ils m'apportaient à la place de la garderie, ils m'amenaient avec eux autres l'hiver. Ça, je me rappelle, j'ai un bon souvenir de ça, ouais. Fait que le gagne-pain un peu de la famille, ça a toujours été ça. C'est cultivateur laitier, maraîcher, puis bois l'hiver pour compenser, ouais. Mon oncle qui gardait des animaux à boucherie dans ce temps-là. Il a arrêté d'en garder en 1987. Moi, je me trouvais avoir 10 ans. Puis ensuite de ça, là, dans les années 90, on a cédé nos terres à la ville, puis ils ont construit des condos. Fait qu'en arrière de chez moi, j'ai quand même encore une partie de champ, on va dire, pour les animaux. Dans le fond, là, le fait d'avoir des animaux, c'est un droit acquis là, qui a tout le temps été de succession. On est les derniers là, qui avons des animaux et du terrain pour en garder. On est vraiment unique, je vous dirais. Surtout, le côté unique que je trouve de ça, moi, c'est que ça a toujours été dans la même famille. Moi, où j'habite, c'est environ 100 000 pieds carrés. On va dire c'est juste correct pour justement avoir un petit champ pour les 2 chevaux, puis tourner assez longtemps. Puis il n'y a pas trop de bruit, on n'entend pas les boulevards trop. On est vraiment là, un peu en campagne, dans le fond. C'est une dernière partie de campagne là, qui est restée un petit peu intacte. La maison est fleurie l'été et tout. De ce que je connaisse, il y a tout le temps eu beaucoup de fleurs chez moi. Puis c'est toutes des fleurs qu'on a produites à la maison. C'est des boutures où on fait partir les pousses à l'intérieur des maisons. On décollait dans le coin du mois de mars pour être capable d'avoir des belles fleurs là, au début juin. Il y a été un temps qu'il y avait environ peut-être 3 serres sur le terrain. Mon oncle André avait une serre, mon oncle Philippe avait une serre, puis mon oncle Jean-Paul avait sa serre. J'ai une serre chez moi pour faire la production de fleurs. Moi, je prends ça vraiment à cœur, puis j'aime bien ça. À mon tout jeune âge, j'avais des chevaux. À 5 ans, j'avais eu mon premier cheval. J'ai toujours gardé des chevaux, dans le fond. Comme encore aujourd'hui, là, j'ai 2 chevaux à la grange. Là. On en profite pour se promener un peu dans le Trécarré, puis s'amuser. Oui. C'est ça qui est plaisant, là, c'est que le monde reste beaucoup surpris quand ils me voient passer dans la rue avec les chevaux. Là, ils sont émerveillés de voir ça, oui. Moi, ce que j'admire le plus du Trécarré, dans le fond, c'est sa quiétude. Je trouve c'est paisible. On marche dans les rues le soir. On a l'impression que c'est silencieux. J'apprécie beaucoup ça. Vous venez d'écouter le 8e épisode du balado du Moulin des Jésuites, Entre nous, l'histoire du Trécarré. J'espère que vous n'êtes pas trop épuisés après avoir tant travaillé à la ferme, parce que dans le prochain épisode, ce sera l'heure de festoyer. Fête-Dieu, Mardi Gras, Noël, Saint-Jean, Halloween et Week-end Show sont au rendez-vous. À bientôt!